Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse aux hôpitaux militaires. Bien qu'il y ait de tout temps des guerres et par conséquent des blessés, la question d'avoir un corps de santé militaire ne s'est posée qu'à une date relativement récente. Quand une armée partait en guerre, elle s'adjoignait des maîtres chirurgiens pour la durée de la campagne. Quand elle n'avait pas recours aux chirurgiens locaux, vous voulez en savoir plus sur les hôpitaux militaires? Venez avec moi. La formation des futurs officiers de santé et médecins des armées de terre et de la marine présente des singularités qui leur donnent un relief particulier dans le paysage général de l'éducation médicale en France. Dans un premier temps, cette formation se faisait séparément pour l'armée de terre et pour la marine, avant d'être unifiée dans le service de santé des armées. La création d'hôpitaux militaires en France date de la fin du XVIIe siècle et de la première moitié du XVIIIe siècle. Pendant un siècle, du milieu du XVIIIe siècle à 1850, les officiers de santé de l'armée de terre sont formés dans les hôpitaux militaires de Lille, Metz et Strasbourg, transformés en hôpitaux d'instruction par l'ordonnance de 1747. Leur statut est confirmé par le règlement du 23 décembre 1775 qui met en avant leur vocation privilégiée d'enseignement clinique et qui demande qu'y soient installés des amphithéâtres destinés à former en médecine, en chirurgie et en pharmacie des officiers de santé pour le service des hôpitaux militaires, d'où leur nom d'hôpitaux amphithéâtres. En 1780, pour des raisons financières, ces 3 hôpitaux amphithéâtres sont fermés, mais elles sont rouverts l'année suivante. En 1788, sous le nom d'hôpitaux auxiliaires, leur mission d'enseignement est prorogée. Au fil des évolutions politiques qui se succèdent à court terme à partir de la Révolution, le sort de ces hôpitaux militaires d'instruction est fluctuant. Dans un premier temps, la nécessité de former un grand nombre de chirurgiens pour les armées de la République conduit les autorités à les maintenir. On connaît aujourd'hui le rôle joué par l'institution militaire dans la naissance d'une politique de santé publique dans l'Europe moderne. Si le souci de conserver les troupes en bonne santé est très ancien, si dès la fin du XIIIe siècle, les souverains français ont cherché des solutions pour soigner les blessés lors des conflits, mais aussi pour surveiller leur état physique en temps de paix ou accueillir les soldats trop âgés ou trop mutilés pour continuer le service. C'est à partir du règne de Louis XIV que s'ébauchent des solutions pérennes, adaptées à des armées devenues permanentes et dont les effectifs ne cessent d'augmenter. 279 000 hommes pendant la guerre de Hollande 1672-1678, entre 340 000 et 400 000 durant le conflit de la Ligue d'Augsbourg 1688-1697, 150 000 hommes en temps de paix. Ainsi, la création d'un réseau d'hôpitaux militaires permanents ébauché sous le règne de Louis XIII, avec l'installation des hôpitaux de Calais, Pignerol et Brouage, s'accélère sous le règne de Louis XIV, qui connut 4 conflits européens dont 3 furent longs, coûteux en hommes. Les années 1670-1695 virent l'édification par Vauban d'un hôpital dans chaque place forte de la ceinture de fer qu'il élevait aux marges du royaume de France et dans les grandes villes frontalières comme Strasbourg, dont il restructurait les fortifications. Elles furent également marquées par l'aménagement d'hôpitaux maritimes dans les ports où mouillaient les escadres royales tels ceux de Rochefort en 1673 et de Brest en 1684. Les tentatives des monarques précédents avaient toutes buté sur la difficulté de financer durablement des projets d'envergure. Un problème récurrent que connaissaient aussi les fondations charitables laïques. La solution alors mise en place par le roi Louis XIV, qui associait plusieurs bailleurs et prévoyait la construction d'un revenu régulier, prélevé en partie sur les dépenses de l'État, permit de bâtir l'hôtel royal des Invalides, à la fois hôpital et maison de retraite pour les anciens soldats, puis d'en assurer le fonctionnement. Ce mode de financement mixte, associant en général l'État royal aux villes, devint la règle pour les constructions ultérieures, comme l'hôpital militaire de Strasbourg, édifié à partir de 1690. Cependant, l'étude des comptes conservés dans les archives des hôpitaux militaires du royaume montre qu'aux coûts de construction s'ajoutent des coûts de fonctionnement élevés, qui obligent les hôpitaux à ajuster constamment l'aménagement des locaux.
les thérapeutiques et les services d'hôtellerie qu'ils offrent à leur disponibilité financière. À la fin du XVIIe, début XVIIIe siècle, c'est un véritable complexe militaro-sanitaire qui s'organise dans le royaume de France afin de gérer au mieux la santé d'une armée permanente en expansion, dans des temps de guerre où la vie d'un soldat aguerri devenait précieuse. Les édits de 1708 et 1718 ont ainsi créé un service de santé militaire à l'échelle du pays. En 1708, on comptait 50 hôpitaux militaires en activité dans le royaume, implantés en majorité dans les citadelles des frontières nord et est du pays, généralement situées près des remparts, un peu à l'écart des habitations. En 1781, les armées disposaient de 90 hôpitaux militaires, répartis en 5 classes, selon le nombre de lits, où exerçaient médecins, 169 chirurgiens et 139 apothicaires. S'y ajoutait une 6e classe, comprenant hôpitaux de charité attachés au service militaire, qui accueillaient dans des salles particulières des soldats malades ou blessés. Vers 1750, on dénombrait en moyenne un lit d'hôpital pour 2 lits et demi de caserne, soit 2 places d'hospitalisés pour 5 militaires en garnison. Les régions militaires limitrophes des pays ennemis étaient particulièrement bien dotées. Flandre, Picardie, Hainaut et Lorraine alignaient autant de lits d'hôpital que de lits de caserne. En cas de besoin, les soldats avaient l'opportunité de recourir au service des hôpitaux dits mixtes de l'intérieur du pays et du littoral, Hôtel-Dieu, hôtel de charité et à partir du milieu du XVIIe siècle, hôpital général, auquel depuis le XVIe siècle les ordonnances royales imposaient de recevoir les soldats et les cavaliers malades ou blessés. L'Hôtel-Dieu de Lyon, le plus grand après celui de Paris, reçut annuellement jusqu'à 4000 soldats, cavaliers et dragons, entre 1689 et 1698. Durant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, en échange, ces hôpitaux jouissaient de franchises avantageuses et de privilèges lucratifs. Le souverain leur versait également une indemnité journalière par militaire hospitalisé. Dans les années 1780, en cas de besoin, les patients militaires étaient soignés dans des hôpitaux spécialisés, les uns voués au traitement des vénériens et des fiévreux, à l'instar de Besançon et de Montpellier, les autres à celui des Écrouelles à Toinville, ainsi que dans les 4 hôpitaux des eaux minérales. D'abord clients des hôpitaux thermaux civils, dans lesquels l'armée louait des salles, les soldats bénéficiaient, à partir de 1702, des soins d'attention qui leur étaient réservés. Bourbonne-les-Bains, premier construit et le plus vaste, la France fut ainsi le premier pays d'Europe à se doter d'hôpitaux thermaux militaires. Au total, vers 1785, 355 hôpitaux de nature et de statuts divers étaient susceptibles d'héberger les militaires, malades ou blessés, à travers le royaume de France. C'est à partir du règne de Louis XIV que commence une véritable politique de santé publique, poursuivie par ses successeurs, dont l'un des objectifs visait à doter le royaume d'un réseau d'hôpitaux militaires. En 1781, les soldats au service du roi de France Louis XVI pouvaient compter sur l'assistance de 80 hôpitaux militaires, généralistes ou spécialisés, qui parachevaient une myriade d'hôpitaux de charité. La construction et l'entretien d'un tel système coûtaient cher. Néanmoins, quand on rapporte les coûts de fonctionnement du service de santé militaire aux sommes allouées au département de la guerre, on est conduit à en relativiser le poids. D'après les exercices comptables des années 1720-1748, le total des dépenses de la guerre s'élevait à 1 959 725 506 livres, dans lesquels le service de santé comptait pour 30 477 096 livres, soit 1,55%, pourcentage relativement modeste. Or, ce fut à la fois sur le nombre des hôpitaux et sur celui des soignants hospitaliers que l'État royal, engagé dans une politique de coupe budgétaire, fait peser ses efforts d'économie en 1788. Comme les frais d'entretien des infrastructures, même diminués, s'avéraient difficilement compressibles, et que les 1 500 000 journées de malades à 17 sols ne furent pas écornées. Les économies touchent les effectifs et les appointements des officiers de santé.
Le prix de revient des médecins et des chirurgiens exerçant en hôpitaux militaires, avec traitements et avantages divers, tombe de 198 000 livres à 87 000 livres. La réforme de 1788 entraîne une réduction drastique du corps si performant des praticiens hospitaliers militaires au profit de leurs confrères des régiments. En 1788, les 1216 officiers de santé dans l'armée se répartissent entre 182 régiments, 60 hôpitaux militaires et 66 hôpitaux de charité. Comme on l'a vu, les médecins ne semblaient pas toujours aussi nécessaires, la chirurgie n'étant pas leur ressort. Il y aura cependant dans un certain nombre d'expéditions, mais leur présence aux armées sera plutôt due au fait qu'ils accompagnaient une personnalité de haut rang chargée de la conduite de cette opération militaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.